Selon la tradition, le roi Ménès est le fondateur de la monarchie égyptienne. Il aurait créé l'État égyptien en réunissant Haute et Basse-Égypte. Djoser est célèbre pour avoir promu l'architecture en pierre. Il est l'initiateur de la première pyramide à degrés d'Égypte. L'épopée de Gilgamesh est un très beau poème de l'amitié, du courage et de la mort, qui fut célèbre dans tout l'Orient antique. Le récit célèbre un héros populaire dont les exploits évoquent ceux d'Ulysse et d'Héraclès. Sargon est un personnage central de l'histoire mésopotamienne. Il est le premier roi de la dynastie d'Akkad et le fondateur de la ville de ce nom. Vers 2150 environ avant Jésus-Christ, une véritable renaissance sumérienne s'épanouit à Lagash, sous le règne de Gudea. Snéfrou fonde vers 2720 avant Jésus-Christ la 4e dynastie. Roi bâtisseur, il amorce de nombreuses relations commerciales et guerrières avec les pays susceptibles de fournir les matières premières à ses constructions. Le prince thébain Mentuhotep II met fin à la première période intermédiaire. Il élimine définitivement le royaume héracléopolitain et amorce la réunification du pays. S'inspirant de l'Ancien Empire, Amenemhat Ier s'attache à restaurer pas à pas l'autorité centrale du pouvoir pharaonique. Son règne inaugure le Moyen Empire. Le règne de Sésostris Ier marque l'apogée du Moyen Empire. Sésostris entame une politique d'expansion comme l'Égypte n'en avait pas connue. La Nubie est conquise et les armées pharaoniques dépassent largement la deuxième cataracte. Sésostris III est le grand pharaon guerrier de la 12e dynastie. Il abolit définitivement l'autorité de la grande noblesse provinciale et consolide la conquête de la basse Nubie. Pharaon de la 18e dynastie, Thoutmosis Ier continue l'œuvre de son père, Aménophis Ier. Il est le père de la reine Hatshepsut. Successeur du pharaon libérateur Ahmosis, Aménophis continue l'œuvre de stabilisation du royaume. Sa piété est également reconnue, comme en témoignent les nombreuses inscriptions retrouvées à Thèbes. Fils d'Akhénaton, le jeune Toutankhamon rétablit le culte d'Amon et regagne Thèbes. Son court règne est l'occasion de rétablir la capitale à Thèbes et le culte d'Amon. Général égyptien, il met fin à la période d'anarchie qui suit la mort de Toutankhamon. Son règne et celui de son fils correspondent à la fin de la brillante 18e dynastie. Pharaon de la 19e dynastie, Séti Ier reprend la politique expansionniste de ses prédécesseurs. Comme les souverains de la 18e dynastie, il lance les forces égyptiennes au Moyen-Orient. Le grand Ramsès II est le pharaon dont le règne a été le plus long. Vainqueur à Kadesh, il porte l'Égypte à l'apogée de sa puissance politique. Pharaon de la 20e dynastie, Ramsès III est le dernier souverain égyptien à lancer une politique extérieure expansive. La fin de son règne marque la fin de la grandeur égyptienne. Conquérant de la Mésopotamie, Hammurabi amène l'empire de Babylone à son apogée. Il est également le créateur du Code d'Hammurabi, un texte de loi très ancien et très complet découvert en 1901. Il usurpe le trône assyrien, avant de réformer l'État et de devenir le fondateur du grand empire assyrien qui domine le Moyen-Orient dans la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. Sargon II est le souverain qui porte l'empire assyrien à son apogée. Il s'empare notamment de Jérusalem et déporte sa population. Grand général, grand administrateur, Nabuchodonosor amène le royaume de Babylone à son apogée. Psamétique Ier est le premier pharaon de la 26e dynastie. Il parvient à réunir une nouvelle fois l'Égypte sous une seule couronne. Darius Ier amène l'empire perse au fait de sa puissance, mais il se heurte aux Grecs dont il ne parvient pas à se défaire.
Alors que Nabuchodonosor Ier parvient à rétablir une dynastie mésopotamienne à Babylone, le roi Tiglath-Pileser s'empare de la grande capitale et la soumet au pillage. Venus du Zagros, les peuples hourrites envahissent progressivement la région du nord du Tigre et de l'Euphrate. Dans cette région, ils fondent le royaume du Mitanni. Fondé par les Hourrites, le royaume de Mitanni est attaqué par le royaume hittite. Battu, il est placé sous la tutelle du roi Suppilu-Liuma avant d'être occupé par les Assyriens. Les Assyriens lancent un raid contre l'Égypte, dont la puissance est amoindrie. Le roi Assurbanipal parvient à prendre la ville et à la mettre à sac. Le pharaon Néchao II est battu par Nabuchodonosor II près de la ville de Carchemish en Syrie. La défaite égyptienne sonne le glas des dernières tentatives du pharaon pour s'imposer au Moyen-Orient. Capitale du nouvel empire assyrien, la ville est prise par les Mèdes en 612 avant Jésus-Christ, mettant fin à l'empire assyrien. Après avoir conquis le Moyen-Orient, les Perses entrent en Égypte. Ils battent les troupes égyptiennes à la bataille de Péluse et occupent la vallée du Nil. Le jeune souverain macédonien Alexandre bat les troupes perses lors de la bataille d'Issos et s'ouvre le chemin du Moyen-Orient. Alexandre poursuit sa conquête vers l'est et s'empare de Babylone, fabuleuse capitale de l'ancien empire assyrien. Le Nil est la providence de l'Égypte. Alors que son étiage sert de voie de communication, les crues du Nil apportent à l'Égypte richesse et abondance. Hirkouf fait 3 expéditions commerciales en Basse-Nubie. Il mène ses caravanes jusqu'au pays de Yam, découvrant les richesses de la Basse-Nubie. La première dynastie de Lagash, fondée par Eanatoun, permet à la cité-d'État d'atteindre une grande puissance et de supplanter la domination d'Ur. Ur-Nammu fonde la 3e dynastie d'Ur vers 2113 avant Jésus-Christ. Ur domine alors tout le pays de Sumer, et ses souverains prennent le titre de roi des 4 régions du monde. La mort de Pépi II entraîne une désagrégation de l'administration centrale. Le pouvoir gouvernemental passe brusquement de la cour aux provinces. Le long règne de Pépi II entraîne un déclin sensible de l'autorité royale. Les dynastes locaux souhaitent alors récupérer à leur compte le pouvoir qui a échappé aux mains du souverain. Les Antef, famille thébaine influente, accèdent avec Antef II et son fils Antef III à la royauté sur le sud de l'Égypte. Ils inaugurent ainsi la 11e dynastie. Le monument le plus impressionnant du règne de Mentuhotep II est le temple de Der el-Bahari. Ce chantier marque le point de départ de la renaissance des arts au Moyen Empire. Venus du Moyen-Orient avec des chars attelés, les Hyksos battent les armées égyptiennes et s'installent en Basse-Égypte. Il faut plusieurs décennies pour que les Égyptiens soient capables de chasser les envahisseurs Hyksos. C'est le pharaon Ahmosis qui parvient à reprendre Avaris, la capitale Hyksos. Fille de Thoutmosis Ier, elle est mariée au prince Thoutmosis II. À la mort de son mari, elle occupe la régence et règne de fait à la place de son fils pendant 22 ans. Le pharaon Thoutmosis III remporte à Megiddo une victoire sur les unités de la Palestine coalisée, ouvrant ainsi une ère de conquête égyptienne au Moyen-Orient. La politique de conquête des pharaons de la 18e dynastie conduit les peuples du Moyen-Orient, et notamment le Mitanni, à accepter la paix égyptienne, c'est-à-dire une suprématie politique des pharaons dans leur région. Pour briser la puissance du clergé d'Amon-Ré, le pharaon Thoutmosis IV lance une réforme religieuse considérable en mettant en avant le culte d'Aton, dieu du disque solaire. Pour marquer son retrait de l'influence du clergé d'Amon, Aménophis IV prend le nom d'Akhénaton et fonde une nouvelle capitale, Akhétaton. Après la bataille de Kadesh, l'Égypte et les royaumes moyens orientaux font la paix.
Signé vers 1278 avant Jésus-Christ, ce traité est l'un des accords internationaux les plus anciens connus à ce jour. Mal connus, les peuples des mers sont vraisemblablement des groupes indo-européens qui ont migré vers le sud en venant de l'Europe. Leurs attaques ont gravement menacé l'Égypte. Peuple sémitique du Moyen-Orient, les Amorites sont les fondateurs de Babylone. Leur importance politique est considérable durant le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Connu par la Bible, l'exode des Hébreux et le déplacement des esclaves juifs de l'Égypte vers la terre promise sous la conduite de Moïse. Anita est considéré comme le fondateur de l'empire hittite, un empire indo-européen qui se forme en Anatolie vers 1680 avant Jésus-Christ. Erebor prend le pouvoir en 1085 avant Jésus-Christ. Il est le premier souverain de la 21e dynastie. Il inaugure une période de troubles et de restauration en Égypte. David, après avoir vaincu les Philistins, s'empare de la ville de Jérusalem, dont il fait la capitale du royaume hébreu. L'empire d'Égypte se divise en deux royaumes, l'un à Thèbes, l'autre à Tanis dans le nord, qui se livrent une guerre sans merci pour le contrôle de l'ensemble de la vallée du Nil. Connue par la Bible, la tour de Babel aurait été construite par les hommes afin de se rapprocher de Dieu. Mais ce dernier introduit les langues parmi les hommes pour empêcher l'achèvement de ce monument. Le pharaon Sabaka part de Thèbes et parvient à reconquérir le delta, permettant une nouvelle fois la réunification de l'Égypte. Ce canal construit par les derniers pharaons s'avère être une des routes commerciales les plus importantes de l'Égypte du premier millénaire. Pour punir le royaume d'Israël, Nabuchodonosor s'empare une nouvelle fois de Jérusalem et fait détruire le temple de Salomon. Une partie des habitants est déportée à Babylone. L'empire de Babylone est détruit par Cyrus, le roi perse, qui s'empare de l'ensemble de la Mésopotamie et fonde l'empire perse. Après la bataille de Péluse, l'Égypte devient une simple province de l'empire perse. Alexandre le Grand veut placer son empreinte dans le monde. En Égypte, il fonde la ville d'Alexandrie qui devient très vite l'un des ports les plus importants de la Méditerranée. Après la mort d'Alexandre, son empire est divisé entre ses généraux. Ptolémée occupe l'Égypte et fonde une dynastie qui ne s'éteint qu'avec Cléopâtre. Le roi hébreu Salomon place le royaume d'Israël à son apogée. C'est lui qui fait bâtir le grand temple de Jérusalem, symbole du monothéisme des Juifs. Vers 4000 avant Jésus-Christ, des vestiges de culture apparaissent dans les cimetières d'Éléphantine à Assiout. Ils sont le marqueur d'une phase culturelle appelée Nagada Ier. L'existence de l'écriture hiéroglyphique est attestée au moins dès 3100 avant Jésus-Christ. Apparue au même moment que le cunéiforme en Mésopotamie, l'écriture est l'expression d'une civilisation complexe et développée. La culture d'Obed apparaît en 6500 avant Jésus-Christ en basse Mésopotamie. Sa structuration toujours croissante entraîne l'apparition des premières villes. La pyramide de Khéops représente la forme la plus évoluée des tombeaux funéraires d'Égypte ancienne. Elle symbolise l'escalier du ciel directement relié au soleil. On connaît mal les pratiques funéraires des Sumériens, mais leur art est d'une qualité et d'une finesse remarquables, laissant des tombeaux d'une grande pureté. Pour les Sumériens, l'univers visible se présente sous la forme d'une demi-sphère dont la base est constituée par la terre et la voûte par le ciel. Partout autour se trouve le mystérieux et infini océan cosmique. Les divinités mésopotamiennes ont l'apparence, les qualités et les défauts des humains. Mais ils sont doués de pouvoirs surnaturels et jouissent de l'immortalité. Les plus respectés sont An, Enlil et Enki, la triade cosmique. La statuaire de l'Ancien Empire fixe à jamais les traits des pharaons.
On la trouve souvent dans les chapelles des tombeaux, pour assurer l'immortalité aux personnages représentés. Le dieu Ré n'est autre que le soleil. Son culte s'affirme sous la 5e dynastie, conquérant la principale place du panthéon égyptien. Le pharaon devient même, dans la titulature officielle, fils de Ré. Héliopolis, la cité du soleil, est vénérée comme centre spirituel de l'Égypte et comme berceau théorique de la royauté. Sous Pépi II, le clergé d'Héliopolis concentre progressivement tous les pouvoirs au détriment du roi. Les nomes sont les grandes circonscriptions administratives du territoire égyptien et dépendent des nomarques, officiers délégués du pouvoir central. Les vizirs sont, dès l'Ancien Empire, l'intermédiaire entre le roi et les organes du gouvernement. Ils représentent les chefs de l'exécutif. Si l'on en croit les textes, être scribe est la première de toutes les professions. Dans un pays d'analphabètes, le scribe sait lire et écrire. Il est le garant du patrimoine égyptien. La conception du pharaon-dieu s'affirme dès le début de l'Ancien Empire. Maître en son palais, le pharaon choisit le plus souvent les membres de sa cour parmi les membres de sa famille. Pour les Égyptiens qui croient dans la vie après la mort, Osiris occupe une place à part dans le panthéon. Il symbolise le dieu de l'au-delà, garant de la résurrection humaine. Dès la 11e dynastie, Abydos prend l'habitude d'organiser de grandes panégyries en l'honneur d'Osiris et de la vie renouvelée des champs. Pour assurer la protection des frontières contre les incursions des Asiatiques, la 12e dynastie fait édifier des fortifications. Ce système de défense sera poursuivi tout au long du Moyen Empire. La chapelle blanche de Karnak est construite sous le règne de Sésostris Ier. Elle est dédiée au dieu Amon, protecteur de la 12e dynastie. Amenénat III a fait construire un labyrinthe remarquable dont l'utilité reste encore aujourd'hui difficile à déterminer. Les Égyptiens ont été de grands commerçants. Vers le sud, ils achètent de l'or, mais surtout ils achètent de nombreux matériaux de construction, dont du bois en Palestine. Le Moyen Empire est l'époque où la langue et la littérature atteignent leur forme la plus parfaite. Les Hyksos, après avoir défait l'Empire égyptien, installent leur capitale à Avaris, dans le nord du pays. Située en face de Luxor, la vallée des rois devient le cimetière des pharaons du Nouvel Empire. Cette vallée regroupe les plus belles hypogées de l'art funéraire égyptien. Désignant la Nubie, le pays de Couche, au sud de l'Égypte, est connu pour la richesse de ses mines, que les commerçants égyptiens exploitent. Après la bataille de Megiddo, les pharaons se lancent dans une politique extérieure active. Ils nouent des alliances au Moyen-Orient et tentent d'imposer leur politique sur la Nubie. C'est l'apogée de la puissance égyptienne. Thèbes, capitale du Nouvel Empire, accueille un grand nombre de temples. Le clergé servant dans ces temples acquiert une grande puissance et une grande richesse. Amon et Ré, deux figures du soleil, deviennent les divinités tutélaires des dynasties du Nouvel Empire. Caractérisé par les temples d'Abou Simbel et de Racéséum, l'art du Nouvel Empire reprend les caractéristiques de l'art égyptien en les portant à son apogée. Venus d'Iran, les Kassites parviennent à occuper Babylone et à y régner pendant 4 siècles, entre le XVIe et le Xe siècle avant Jésus-Christ. Les tombes des pharaons ont été pillées durant la période de l'Empire égyptien. Parfois, les souverains eux-mêmes récupéraient des objets des précédents souverains pour les placer dans leur sépulture. La ville de Tanis, en Basse-Égypte, devient une des principales villes de l'Empire. Son développement témoigne du savoir-faire artistique des derniers souverains de l'Égypte pharaonique. Reprenant les progrès de l'architecture en Mésopotamie, les palais assyriens sont les bâtiments qui atteignent la plus impressionnante splendeur dans l'art assyrien.
Partis de la ville de Saïs, dans le delta, les souverains égyptiens parviennent à réunir une nouvelle fois leur pays. C'est la Renaissance saïte du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le port de Naucratis est fondamental, car il est le seul port maritime de l'Égypte ouvert au commerce avec les Grecs. Des comptoirs grecs sont ouverts dans la ville, permettant le transport de denrées et de marchandises à travers la Méditerranée orientale.